Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cette conférence sur le sujet « Comment booster la créativité et l'innovation, encourager les projets, favoriser l'intelligence collective ». Avant de commencer, de petites remarques. Vous pourrez le constater, on n'a pas nos masques parce que nous avons la possibilité de respecter les mesures sanitaires. Et je vous précise également que nous accorderons un moment à la fin de cette conférence pour répondre à vos questions que vous avez la possibilité de poser dans le cadre qui s'affiche à votre écran. Alors l'innovation, c'est un enjeu majeur des entreprises aujourd'hui, puisqu'elle représente évidemment un avantage compétitif, mais aussi parce qu'elles peuvent être un levier de l'engagement des collaborateurs. On commence d'ailleurs à constater que l'innovation et la capacité à se réinventer ont permis aux entreprises d'affronter la période qu'on connaît actuellement. Et pourtant, favoriser la créativité au sein d'une équipe, c'est déjà un défi managérial, mais quand on veut pousser cela à l'échelle d'une entreprise, ça devient un véritable défi, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir France Guillain, DRH Group de Crédit Immobilier de France, Christopher Nadotti, directeur général de Bflower, Clara Jakubik, Group Learning and Development Director de Keolis, et en duplex avec nous, Armand Ménechet, le DRH du groupe DECRA, et Evgeny Luquin, qui est le groupe HR de Mazars University. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous propose peut-être un petit tour de table. France, je vous laisse commencer. Oui, bonjour. France Guillain, je suis donc la DRH du Crédit Immobilier de France, qui est une entreprise dans une situation un peu spécifique qui peut justifier que l'innovation fasse partie, du fait de notre situation, et finit par faire partie définitivement de nos enjeux d'entreprise. En deux mots, nous sommes une entreprise qui est en résolution ordonnée, c'est-à-dire une entreprise qui est destinée à fermer définitivement, mais progressivement, donc ça prend du temps. Et pour soutenir cette résolution ordonnée, soutenir l'engagement de nos salariés, notre point d'appui est de faire de notre entreprise un laboratoire. Et c'est pour ça que vous verrez, vous aurez déjà pu voir à l'occasion d'autres conférences, qu'on ne manque pas d'idées, on encourage les idées, et ça fait vraiment partie, c'est nécessaire pour pouvoir réaliser cette résolution qui est une situation très particulière. Merci France. Christopher Nadotti, donc directeur général de Bflower. Je suis là aujourd'hui pour donner un regard d'entreprise qui accompagne les transformations de ses clients, et notamment sur des logiques effectivement de créativité, d'innovation, dans le but de faire évoluer les métiers sur les secteurs de nos clients. Donc moi j'ai plutôt un regard qui sera un regard d'externe, qui accompagne les entreprises. D'expert, pas d'externe. D'expert, qui va accompagner les entreprises sur justement doper la créativité et l'innovation. Merci Christopher. Clara Clara Jakubik, je suis la directrice de la formation et développement des compétences du groupe Keolis. Keolis est un opérateur de transport public de voyageurs. C'est un monde qui, a priori, pourrait paraître pas très innovant, mais pourtant, ça l'est beaucoup. Et l'innovation fait partie de notre ADN et la culture d'entreprise. On a été, par exemple, les premiers à opérer un métro automatique sans conducteur. Aujourd'hui, on travaille sur les véhicules autonomes, donc des navettes autonomes. Donc, c'est vraiment un sujet qui est cœur de notre ADN et notre culture. Et la formation se doit, à mon sens, d'être un levier de cette créativité et de l'innovation. Évidemment. Et donc, en duplex avec nous, on va commencer par Armand, par exemple. Bonjour Armand. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis DRH de la division contrôle technique de DECRA. DECRA, c'est une vieille entreprise qui aura 100 ans en 2025. Keolis, c'est d'ailleurs un de nos clients, puisque nous assurons notamment le contrôle technique à la fois des véhicules roulants, véhicules légers, véhicules poids lourds. 800 salariés, donc on a un sujet de mobilisation par l'engagement, par la créativité, dont on pourra reparler tout à l'heure. Merci Armand. Et pour finir, Evgeny, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Evgeny, je suis chef de projet Mazars University et je représente aujourd'hui la perspective d'une entreprise, d'une firme, d'un service professionnel, donc Mazars. On est ce qu'on appelle une knowledge intensive firm,
Donc pour nous, générer les connaissances, faire circuler le savoir, créer des idées, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations des ressources humaines et de l'université d'entreprise. Évidemment, merci Evgeny. Alors, on a longuement discuté sur comment favoriser cette créativité, cette innovation au sein d'une entreprise. On a identifié quelques leviers majeurs. La première chose qu'on a pu identifier, c'est effectivement, avant toute chose, de créer un contexte dans l'entreprise favorable, de poser correctement les bases. Christopher, là-dessus, vous accompagnez régulièrement les entreprises pour cette démarche. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? En effet, c'est le point de départ de tout. Ce qu'on peut voir, si on est tous ici et vous qui nous écoutez, voilà, convaincus que la créativité et l'innovation fait partie des enjeux pour les entreprises afin de pérenniser voilà, leur position, faire évoluer leurs offres, comme tout à l'heure vous l'évoquiez, ou simplement faire évoluer leur processus. Certes, on est tous conscients de cet enjeu, mais dans la vraie vie, c'est des fois plus difficile. En fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir en fait deux grands cas de figure. Il y a des secteurs d'activité, des métiers dont la créativité et l'innovation, en réalité, fait partie de leur ADN. Je ne vais pas les citer, mais voilà, des aspects de communication, certains services de SI sont dans l'ADN même des innovateurs et des créatifs. C'est bien, ça veut dire que là, globalement, ça fonctionne, mais l'enjeu, c'est de dupliquer ça sur l'ensemble de l'entreprise. Et là, on est confronté, du coup, à des populations qui sont des populations qui ont plus l'habitude d'être dans une logique de performance opérationnelle. Donc, ce qui va être confronté dans un premier temps, c'est l'écart de la temporalité. C'est-à-dire que la créativité, ça prend du temps, c'est un processus un peu plus long que l'opérationnel et la performance qui, elle, va chercher des rythmes plus courts. Alors, tout ne repose pas dans cette problématique-là, mais elle est majeure parce que si on ne prend pas ça en compte, on peut se retrouver dans des situations où la créativité et l'innovation, effectivement, est plutôt quelque chose de décrété dans l'entreprise, mais pas réellement quelque chose qui est opéré au sein de tous les services. Et donc, alors, une fois qu'on a posé ce constat-là, il y a plusieurs approches à mettre en place, notamment avec le management intermédiaire, avec effectivement le revue de la performance aujourd'hui, qui peut être pas forcément coopérationnel, mais aussi dans la créativité. Donc, c'est revoir son mode de management d'entreprise d'un point de vue général. On en reparlera un petit peu après, hein, au fur et à mesure de cet échange. Mais le point de départ, c'est ça. C'est pas juste de le décréter, c'est aussi d'en donner du sens et d'en donner les moyens à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est ça, la créativité, mais pourquoi ? Et pas simplement avoir une valeur placardée sur le mur d'innovation et de créativité et de s'en donner les moyens. Merci Christopher. Evgeny, vous aussi, vous avez longuement travaillé sur la réflexion en amont de cette politique de créativité et vous avez, au sein de Mazars, identifié des facteurs qui contribuent à permettre cette créativité. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais m'appuyer sur mon expérience que j'ai menée au sein des équipes chez Mazars, mais aussi précédemment, chez L'Oréal notamment. Et en effet, il y a plusieurs facteurs qui font que on peut générer de l'intelligence collective, de la créativité au sein des équipes, et qui s'appuient, alors, en premier lieu sur la capacité de voir de l'écoute active, de l'empathie, du respect, de contribution de tous les membres de l'équipe. Ça, c'est très important. Et ça, alors, l'élément clé ici, c'est la diversité de sexe. C'est-à-dire que, statistiquement, on voit très bien que les groupes à majorité féminin ont ce qu'on peut appeler une sensibilité sociale qui est plus élevée que les groupes masculins. Ils ont aussi un respect du respect de l'égalité de temps de parole. Ça, c'est un facteur essentiel pour générer l'intelligence collective, la créativité et l'innovation, si vous voulez. Mais ça suffit pas, en fait. Parce que si systématiquement c'est vrai, statistiquement c'est vrai, systématiquement c'est pas toujours le cas. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'avoir en fait un groupe à haute sensibilité sociale. Après, ça peut être des hommes aussi qui sont très à l'écoute, très actifs, très empathiques. Donc, si vous avez un doute, une répartition 50-50 est tout à fait adéquate. Deuxième facteur, c'est la diversité ethnique. En revanche, ça n'a rien à voir avec les raisons politiquement correctes. En fait, des groupes qui sont
ethniquement diversifiés ont il y a une méfiance qui peut s'installer au sein de ces groupes et qui va favoriser la diversité des opinions et le contradictoire. Ça, c'est les recherches qui ont démontré que des groupes avec les nationalités différentes sont beaucoup plus, orientés vers l'innovation et vers le partage des idées différentes. Donc, si je peux donner une astuce, ça serait d'adopter l'anglais comme langue de travail des équipes pour justement booster la vigilance et l'écoute active de chaque membre. Et pour créer un environnement qui serait plus inclusif, notamment des salariés qui sont pas francophones ou qui comme moi par exemple, qui parlent pas français parfaitement. Et si je peux me permettre, juste le dernier critère, ça serait la diversité des styles d'apprentissage. Alors, les styles d'apprentissage, c'est un concept qui a été développé par David Kolb et qui en fait qui caractérise notre manière d'apprendre, de résoudre des problèmes et de penser. Avoir les gens avec les styles d'apprentissage différents au sein d'une équipe, ça peut favoriser cette fameuse intelligence collective, d'avoir des gens qui sont plus actifs, qui sont plus orientés à la réflexion, l'analyse, et tout ça, ça produit des résultats concrets à la fin. Donc effectivement, la constitution des équipes et la nature des collaborateurs avec lesquels on travaille joue aussi fortement sur cette réussite. Par la suite, on a aussi identifié que le lancement d'un projet et les lancements de ces politiques étaient essentiels. Et Armand, vous avez travaillé là-dessus et vous avez mené carrément une convention de réflexion pour lancer ces projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, en 2018, il y avait une nouvelle équipe de direction qui s'est mise en place et on a souhaité embarquer l'ensemble des collaborateurs à la fois dans un triple objectif. D'abord, un objectif de marquage d'un temps nouveau pour l'entreprise, avec effectivement une nouvelle gouvernance opérationnelle et une nouvelle ambition, mais une envie d'associer chacun à cette réflexion qui reposait à la fois sur réflexion sur son propre exercice professionnel, sur l'intelligence de l'environnement dans laquelle notre métier du contrôle technique, spécifiquement automobile et poids lourds, se situe, et comment on peut se projeter dans les 10 prochaines années, aussi à la lumière d'évolutions techniques ou technologiques. Donc c'était un moment extrêmement important de signalement que chaque personne, chaque collaborateur doit réfléchir sur son exercice professionnel, sur son intelligence dans son environnement de travail. Le client fait partie évidemment de la réflexion, et la capacité d'écrire ensemble une histoire pour aujourd'hui et pour les 5-10 prochaines années. Ce qui rejoint un peu ce que Christopher disait sur donner du sens à cette créativité. Et pour finir, Clara, je vais me tourner vers vous, puisque non, pas du tout. J'ai d'abord France, que je souhaiterais faire intervenir, puisque vous avez mené une réflexion assez similaire, peut-être un petit peu en amont de 2018, mais du fait de l'histoire de votre entreprise aussi. Et vous aussi, vous avez une démarche un petit peu similaire sur la création d'un dispositif d'expression au sein de l'entreprise. Tout à fait. Donc, peut-être que vous n'avez pas bien entendu tout à l'heure, le micro a l'air de fonctionner beaucoup mieux. Donc notre entreprise, comme je vous l'indiquais en introduction, se positionne comme un laboratoire du fait d'une situation très complexe et très exigeante de devoir fermer, mais en 25 ans. Donc c'est long, ça va durer jusqu'en 2035, et pour faire cette résolution ordonnée, nous on doit garantir la sécurisation de notre métier et évidemment l'employabilité de nos collaborateurs. Donc il y a 6 ans maintenant, pour s'inscrire dans un concept qu'on a appelé la performance durable. Donc voilà, on espère que ça va faire des petits. La performance, c'est l'idée de mesurer beaucoup de choses, mais aussi que ce soit avec des effets qui s'inscrivent sur le long terme. Hein. Vous l'évoquiez également dans votre intervention tout à l'heure. Et nous avons, alors là, c'est pas innovant en soi, on a pris un baromètre, on a mis en place un baromètre social. Alors c'est pas le baromètre en soi qui est innovant. Dedans, il y a des questions
qui relèvent, pour les DRH qui connaissent Carazec, voilà, qui sont des questions très classiques, mais que nous avons complétées par des questions très orientées sur la situation de notre entreprise, sur la manière dont les salariés y vivaient, comment ils se projetaient par rapport à leur avenir dans une entreprise qui ferme doucement. Et donc ce baromètre social a été l'occasion de faire s'exprimer évidemment la totalité de nos collaborateurs. Mais le baromètre, c'est bien, on reçoit avec ça d'énormes statistiques. On aurait pu s'arrêter là et dire à la direction, et donc à la DRH en l'occurrence, dites-nous les 3 axes d'amélioration et les 3 points positifs et les 3 points les plus, les plus critiques. Et en fait, non, on l'a renvoyé aux salariés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont répondu au baromètre, on en a fait un processus itératif où, en fin de compte, quand le cabinet qui travaille avec nous renvoie les résultats, nous, on les repartage avec les filières métiers, on les fait bavarder sur les problématiques et les choses qui vont bien et les choses qui vont moins bien. Et en fait, on les rend auteurs du plan d'action. C'est-à-dire qu'ils vont faire remonter à la direction des ressources humaines toutes les idées qui viennent du coup de la base. Et nous, on en fait à la fin, on doit en faire une synthèse, mais il y a pas mal de sujets qui se croisent entre différentes filières métiers qui n'ont pas toujours les mêmes préoccupations. Et de ces sujets transversaux qui peuvent être porteurs, on en fait chaque année un plan d'action. Mais je vous expliquerai après parce qu'on a décidé d'aller plus loin, et ça c'est pour la suite. On aura effectivement l'occasion d'y revenir, mais effectivement, cette création d'un baromètre social et d'avoir le retour de vos équipes qui montrent que vous vous attachez aussi à leurs innovations et à ce qu'ils ont à proposer. Et donc, je vais laisser la parole à Clara. Vous avez mené aussi une action spécifique sur les moyens de favoriser cette innovation, notamment au niveau du knowledge management. Et c'est un des points sur lequel on a beaucoup insisté ensemble quand on a préparé cette conférence, sur ce contexte d'apprentissage que vous développez en ayant une équipe dédiée à l'animation de ce knowledge management. Oui, tout à fait. Alors nous, on est une entreprise très décentralisée, avec de très nombreuses filiales de tailles assez différentes, avec un esprit très entrepreneurial et donc beaucoup de créativité, mais très locale. Et l'enjeu était de comment faire remonter, faire partager finalement des idées au sein du groupe. Et donc, il y a 3-4 ans, on a déployé un outil de knowledge management et donc voilà, de partage de bonnes pratiques, de communauté collaborative. Mais je trouve qu'au-delà de l'outil, ce qui a été vraiment intéressant et qui a vraiment permis de développer la collaboration, c'est le fait qu'il y ait une équipe dédiée à la gestion de l'outil, mais du coup à l'animation en fait des communautés. Cette équipe, elle va regarder finalement ce qui se poste au sein de l'outil. Ils vont regarder quelles sont les idées les plus pertinentes. Il peut y avoir des campagnes notamment de vote, par exemple, pour certaines idées, et surtout des campagnes de communication sur des projets qui paraissent intéressants et qui peuvent être du coup utilisés par d'autres filiales. Et je vais vous donner une illustration qui, moi, me plaît beaucoup. C'est qu'en Australie, on gère le plus grand tram qui est à Melbourne. Et les tramways, c'est assez problématique quand ils sont en ville et que donc il y a des piétons, par exemple. Il y a des piétons qui vont avoir la tentation de traverser la rue comme s'ils traversaient devant un bus. Sauf qu'un tramway, c'est beaucoup plus lourd et donc le temps d'arrêt est beaucoup plus long et donc ça peut générer des accidents. Et donc en Australie, ils ont lancé une campagne de communication en disant « Watch out for the rhino ». Et donc pour l'expliquer aux gens qu'en fait un tramway, c'est l'équivalent de 30 rhinocéros en termes de poids. Et en fait, ça a vraiment créé un impact en fait, dans la population. Et donc cette approche-là, on l'a réutilisée dans plein d'autres pays, notamment en France, et dans des villes en France, pareil, en disant attention aux rhinocéros. Et donc quelque part, c'était une idée en fait assez simple qui a été développée à un endroit. Elle aurait pu être restée que là-bas, et on l'a déployée quasiment dans toutes les villes où on a des tramways aujourd'hui. Une idée locale qui finit par se répandre grâce à vos outils. C'est très intéressant. Exactement.
Ça, c'est effectivement donc pour créer un contexte favorable à l'innovation. On a tous convenu lors de notre préparation qu'une fois que ce contexte était posé, ce n'était pas suffisant et qu'il fallait ensuite réussir à emmener les équipes, à les faire adhérer à ce projet. Vous avez tous eu des initiatives assez innovantes et assez intéressantes et on va faire un petit peu le tour pour donner des idées peut-être à notre audience. Armand, je voulais vous laisser la parole en premier, puisque notamment lorsque vous avez décidé de mettre en place cette politique, vous avez décidé d'identifier et de choisir les bons relais de cette créativité et de créer des groupes de travail dédiés. Vous avez utilisé le terme, je crois, de propagateur de l'engagement et je voulais vous en faire parler un petit peu. Oui, effectivement. D'ailleurs, en amont de la convention de réflexion, qui était vraiment le lancement de notre déploiement à la fois stratégique et de changement, on a souhaité établir un diagnostic. Et pour cela, on s'est appuyé sur des collaborateurs en majorité non issus de la ligne managériale. C'était pas, on avait un programme de management en parallèle et qui allait faire jonction à un stade ultérieur. Collaborateurs qu'on avait identifiés pour le fait que c'était des bons professionnels, qu'ils étaient répartis harmonieusement sur le territoire national, qui avaient, pour certains, ils avaient un potentiel évolutif, pour d'autres non, mais c'était pas trop le sujet. Et on a voulu en faire à la fois des personnes qui vont aller nous donner une analyse instantanée sur notre situation, sur nos vrais sujets sur lesquels il fallait qu'on travaille dans les prochaines années. Et comme ça marchait vraiment bien, on en a fait non pas uniquement des baromètres ou on les a pas utilisés uniquement en baromètre instantané, mais on a gardé ce modèle-là de capteur permanent de nos projets dans le temps. Et effectivement, on les a appelés nos accélérateurs parce qu'ils nous renvoient souvent une vraie fidélité de retour parce que ce sont des bons professionnels du métier. Et on challenge régulièrement avec eux sous des formes ateliers codir accélérateurs nos sujets, nos projets, et c'est d'une vraie richesse, c'est très direct comme modalité d'échange, et ça nous permet de tester, mais également de capter leurs idées venues du terrain dans leurs rencontres clients, parce nous sommes au siège, en région parisienne, et eux, ils sont dans nos 330 points de contact clients. Et je crois que vous aviez aussi mentionné que vous aviez mis un accent particulier pour trouver ces acteurs qui étaient aussi capables d'emmener avec eux leurs équipes. Effectivement, on les a identifiés pour leur bonne connaissance métier, leur capacité personnelle, mais aussi parce qu'on les a identifiés par leur énergie positive. Parce que je pense que l'innovation, la créativité, elle a un fondement énergétique, et donc c'est une énergie à créer, à relayer, à propager. Donc effectivement, on les a identifiés parce que voilà, c'est des personnes à coefficient énergétique, on va dire un peu ajouté ou supérieur par rapport à la moyenne. Je ne pensais pas qu'on utiliserait le terme coefficient énergétique aujourd'hui. France, je me tourne vers vous. Alors, on a parlé d'un système de vote, on l'a évoqué avec Clara, mais c'est vrai que ce que vous mentionniez tout à l'heure, et on y revient, ce que vous allez mettre en place, vous, justement, pour impliquer vos collaborateurs, vous allez aller encore plus loin avec un système de vote suite à vos baromètres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, et en complément de l'intervention qui vient d'avoir lieu, chez nous, c'est assez. Il n'y a pas d'accélérateur de personnes identifiées. On va vraiment chercher 100% de nos collaborateurs. Voilà. Mais après, on n'est plus très nombreux. Mais les idées, elles viennent de partout. Donc, on en profite quand elles remontent. Et effectivement, aujourd'hui, comme je disais, ce sont vraiment nos salariés qui ont à chaque baromètre l'occasion d'être auteurs du plan d'action, d'y contribuer. Quand on reçoit toutes ces idées, ça remonte donc de la base et après, c'est la synthèse dont je vous parlais tout à l'heure. La RH aide à la faire et après on la soumet aux managers relais. Une fois que les managers l'ont soutenue et qu'on voit qu'il y a une adhésion et qu'on y a apporté les corrections qu'il souhaitait. Après, ça remonte aux membres du comité exécutif. Voilà, ça fait le chemin dans l'autre sens. Comme on dit, ça fait le bottom-up. Mais on s'est dit que ça n'était pas forcément suffisant pour donner de la visibilité à ces actions.
Et donc, on voudrait passer à un système de vote, comme Clara le disait tout à l'heure. Alors, nous, on n'a pas d'équipe en interne, mais on a trouvé une chouette petite start-up qui permet d'accéder à un écran qui s'appelle Team Starter et qui va nous permettre d'afficher les projets. Alors, quand on est sur un baromètre social, on a des projets qui peuvent aller de la qualité de vie au travail. On y pense souvent quand on est interrogé sur son quotidien au travail. Mais on a aussi des métiers qui nous remontent des améliorations opérationnelles qui vont permettre de modifier les processus. Donc, il y a vraiment une gamme de propositions dans les projets qui est très diverse. Et l'idée, c'est effectivement de faire ce choix, non pas en faisant la synthèse par le métier RH, mais de faire ce choix en faisant voter les collaborateurs. Donc parmi la panel de projets qui seraient proposés, qui doivent évidemment répondre aux enjeux de l'entreprise, on les affichera sur un site dédié. Et chaque collaborateur pourra, et donc toujours 100% de nos ressources, pourront y mettre alors une monnaie virtuelle pour voter pour la réalisation de ce projet et par rapport au coût que ce projet représenterait. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra les sélectionner et ce sera un choix, du coup, je veux dire, très démocratique. Et accessoirement, ça montre aussi, ça donne de la crédibilité à vos démarches puisque les collaborateurs peuvent voir que leurs idées, celles qu'ils ont suggérées, sont vraiment mises en action. Mais on aura l'occasion d'y revenir là aussi plus tard. Evgeny, vous aussi, chez Mazars, vous avez envisagé un système de vote ? Oui, tout à fait. Ça rejoint ce que vient de dire France. En fait, nous, on a travaillé au début avec, comme beaucoup d'entreprises, avec des boîtes à idées. Il y a un projet notamment que j'ai mené sur l'innovation et on a invité les salariés à partager leurs différentes idées et ensuite les liker et voter pour ces idées sur une application que nous avons développée avec nos équipes IT. Sauf que le challenge, il est toujours le même. Comment assurer une sélection indépendante, objective des idées et comment engager finalement les collaborateurs à la fin du challenge. Donc, une technique qu'on étudie aujourd'hui, et c'est justement ce que dont France a parlé tout à l'heure, on appelle ça les marchés prédictifs. C'est-à-dire que pour hiérarchiser les idées, on va donner aux employés une monnaie virtuelle, ou ça peut être des jetons par exemple, au nombre limité, et au lieu de liker, c'est-à-dire exprimer leurs préférences personnelles pour une idée, un projet, on va les demander de parier sur une idée, un projet qui est le plus susceptible d'être sélectionné par les décideurs de l'entreprise. En fait, par ce mécanisme-là, on place l'employé dans une situation de décideur lui-même et il va faire un choix en fonction du bien collectif et pas en fonction de ses préférences personnelles. Et à la fin, donc, quel est le résultat? C'est que les meilleurs parieurs peuvent être récompensés par un prix symbolique. Donc ça, c'est un projet concret sur lequel on travaille aujourd'hui. Et je serais très curieux de savoir comment ça se passe dans l'entreprise de France. Quelles sont les leçons à tirer? Je pense que vous ne les avez pas encore, mais vous aurez l'occasion de rééchanger. Toujours sur ces interactions et favoriser cette innovation et avoir des retours, l'encourager. Christopher, vous évoquiez différentes solutions que vous suggérez aussi à vos clients, justement avec ce que permettent les nouvelles technologies sur ces retours, justement cette espèce d'émulation par équipe. Vous aviez parlé notamment de l'essor de solutions pour féliciter ses collègues. Yes, on entend effectivement depuis les témoignages tout à l'heure sur ce sujet-là des outils donc du coup numériques qui sont édités par des startups ou autres, mais qui vont aider au choix vraiment de ce qu'on va mettre en œuvre derrière, du choix des projets. Et en fait, donc c'était intéressant, je trouve, de décaler aussi et d'éclairer les outils qui permettent de dynamiser la réalisation du projet en lui-même. Et en fait, je reviens sur ce que disait Armand tout à l'heure. J'ai bien aimé le quotient de motivation, d'énergie. Mais en fait, là, on touche de doigt quelque chose de très, très précis. C'est effectivement un projet de créativité et d'innovation passe aussi
par une équipe assez intelligente émotionnellement, effectivement dans une capacité à prototyper, à accueillir un échec, à faire du test and learn, à absorber l'idée de l'autre et effectivement des fois à défendre son point de vue. Et donc là c'est intéressant parce qu'on touche effectivement du doigt des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence émotionnelle. Et donc il y a des outils qui existent aujourd'hui, donc qu'on peut être amené à mettre en place, qui vont auprès d'une équipe de collègues ou pas, mettre en évidence toutes les relations et les interactions sociales qu'il y a eu tout au long du projet par des simples actions de félicitations. Par exemple, bravo pour l'intervention auprès du CODIR, c'était un kiff, etc. Ou félicitations, je soutiens ton truc parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voire même des choses peut-être un peu plus de l'ordre de l'introspection qui sont difficiles à faire en entreprise, par exemple un pardon. On peut aujourd'hui être amené à dire pardon parce qu'en fait, je me rends compte que ma réaction, elle était peut-être instinctive, mais c'était peut-être pas la bonne. Et donc, je souhaitais t'expliquer. Et donc, du coup, ou même, par exemple, un merci. Et donc, en fait, ça paraît bête, mais c'est des choses qu'on peut retrouver sur des Slack, vous allez me dire, ou sur des WhatsApp, ou un peu d'informel. Mais en réalité, le monde de l'entreprise aujourd'hui essaye d'avoir des indicateurs sur les compétences un peu hard, de mesurer encore une fois des choses de l'ordre de la performance, et un peu moins de l'ordre de tout ce qui va être sous-jacent à ça. On dit que le relationnel et l'interaction entre les hommes, c'est quand même 50% de la réussite. Et donc, il existe aujourd'hui des outils qui permettent ce genre de choses. Et une fois que vous avez ces données-là, c'est du kiff pour ceux qui l'utilisent. Et c'est extrêmement riche pour les directions, les DRH qui vont pouvoir avoir accès à ces informations-là. Des outils intéressants, effectivement, à mettre en place pour développer le coefficient énergétique. On y revient. Clara, chez Keolis, comment est-ce que justement on onboard l'ensemble des collaborateurs? Vous avez parlé d'un système de vote. Vous avez ça. Est-ce que vous avez aussi d'autres éléments? Oui, alors donc effectivement, on a donc cet outil de knowledge management avec un système de vote, et on va lancer, on vient de lancer récemment un outil de feedback au fil de l'eau qui est proche de ce que vous mentionnez, qui a pour objectif non seulement finalement d'encourager effectivement le cross-feedback, puisqu'on voit que les collaborateurs travaillent de plus en plus en cross-fonctionnel avec finalement des gens d'équipes différentes, et on n'a pas jusqu'à présent eu en tout cas une manière de consolider des feedbacks. Et donc là, on a la possibilité effectivement d'avoir des collègues qui peuvent vous faire du feedback au fil de l'eau. Ou des managers d'un projet auquel vous avez participé. Et ça va se consolider finalement dans un outil qui est partagé avec votre manager. Et donc voilà, vous pouvez avoir finalement des éléments assez concrets au fil de l'eau de l'année, plutôt que d'avoir finalement un entretien annuel uniquement et donc un feedback que lors de l'entretien annuel. Vous pouvez avoir du feedback au fil de l'eau et de plein de personnes. Et vous pouvez aussi demander du feedback. Ça, c'est aussi intéressant dans un projet, à l'issue d'un projet, demander du feedback aux personnes qui ont travaillé avec vous. Et finalement, on retrouve un peu cette dynamique de test and learn, de faire, recevoir un retour, s'adapter, et ça, évidemment, encourage la créativité. Donc, si on fait le point, on commence par créer un contexte favorable. Ensuite, on fédère les équipes autour de ça. Le dernier point qu'on a mis en avant et qui est essentiel parce qu'il peut être critique par son aspect déceptif, c'est d'assurer la réalisation des initiatives. On est dans une entreprise, les collaborateurs ont beaucoup d'idées, sauf que si ces idées ne sont pas amenées à leur réalisation, il y a un vrai effet déceptif et on perd de l'engagement des collaborateurs. Vous avez tous eu des initiatives assez intéressantes sur le sujet. Evgeny, je voulais vous laisser la parole en premier. Vous disiez effectivement que l'organisation d'initiatives, c'est 10% de la réussite, mais ça ne fait pas beaucoup, 10%. C'est un peu mon estimation. Alors, c'est basé sur les différents projets que nous avons eu l'expérience de lancer auparavant. Effectivement, on passe beaucoup de temps sur la conception, sur le design de l'expérience, sur le déroulé de ces différents ateliers, des différentes initiatives. En revanche, parfois, on est beaucoup trop pris dans le design et on ne pense pas forcément quelle sera la suite de toutes ces initiatives. Et c'est ça justement qui va ensuite décider si l'initiative est réussie, s'il y a d'éventuelles frustrations qui vont apparaître. Donc pour éviter tout cela, il faut se projeter dès le début vers la situation d'après.
Donc en fait, le résultat qu'on veut obtenir et qu'est-ce qui va faire que on sera contente avec l'initiative. Donc à mon sens, il faut très tôt impliquer le top management pour être sûr que l'initiative est alignée avec les objectifs business. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il faut éviter de se donner des objectifs trop ambitieux. Dès lors que vous êtes d'accord avec votre top management, par exemple, l'intérêt d'une initiative peut être tout simplement de favoriser l'intelligence collective, de générer de l'engagement, des idées, d'engager les collaborateurs. Et finalement, le résultat obtenu pourra se mesurer en qualité des interactions et un apprentissage collectif qui va en découler. Et ça, c'est déjà un très bon résultat et une très belle réussite. Donc, faut pas oublier que quel que soit le but de l'initiative, il faut que ça reste fun. Parce que moi, personnellement, je suis convaincu que si les participants passent un bon moment lors de votre atelier virtuel, c'est déjà pas mal réussi. Il faut juste être lucide dès le début. C'est ça, il faut être lucide et vous parliez aussi d'impliquer le top management et d'avoir son aval. Et c'est assez intéressant puisque Clara, c'est justement quelque chose que vous faites avec force puisque les membres de votre comité exécutif sont partie prenante des initiatives de créativité. Oui, on a lancé récemment 5 grandes initiatives avec un sponsoring du COMEX. Donc, les initiatives ont été déjà validées au sein du COMEX. Et il y a un membre du COMEX par initiative qui est sponsor. Et au-delà il n'est pas juste sponsor sur le papier, mais il est honneur de l'initiative. Donc, c'est de sa responsabilité de faire en sorte que ça aille jusqu'au bout et finalement aussi d'animer l'équipe projet qui est derrière. Alors, l'équipe projet a été constituée de manière un peu fun, en effet, dans le sens où on a fait un appel à candidature et on a essayé d'avoir une équipe très diverse avec donc des profils de pays différents, de fonctions différentes, plutôt des profils aussi que l'on considère comme des hauts potentiels, donc plutôt des profils dans une tranche d'âge assez jeune qu'on veut aussi exposer. Donc on se donne un certain nombre d'objectifs par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un sponsorship très fort d'un membre du COMEX. Et d'ailleurs, c'est un membre du COMEX pour lequel la thématique n'est pas dans son cœur de métier. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, il n'a pas d'enjeu, lui, sur cette thématique-là. Et donc, il peut finalement être ouvert peut-être à plus d'idées ou plus d'innovations et avoir un regard assez différent ou nouveau par rapport au sujet. Et s'ouvrir un petit peu, effectivement. Armand, vous, dans votre politique de créativité, vous avez aussi assuré le suivi et le développement de ces initiatives en structurant les démarches. Vous m'avez parlé de réunions par zone mensuelles pour assurer un suivi. C'est aussi quelque chose qui est très important pour vous, de s'assurer que les projets avancent. Oui, parce que quand on décide d'associer acteurs et de prendre leur temps professionnel sur des sujets ou des projets, on se doit d'être extrêmement rigoureux et exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, effectivement vis-à-vis de l'engagement qu'on demande aussi de suivi. Et donc on s'astreint à la fois tenir compte de leur diagnostic, être franc sur nos échecs, ce qu'on n'a pas réussi. Je pense que c'est un vrai exercice de franchise ou les sujets sur lesquels on a une vraie marge de progression. Et de tenir compte par un rendu régulier, et c'est effectivement la notion d'un peu de capteur permanent qu'on a pu mettre en place, mais je vois que c'est pas une démarche simplement développée par DECRA et qu'elle c'est plutôt une méthode qui se développe pour faire un retour de réalisation, d'inachèvement, pour garder la motivation et l'envie de faire progresser nos sujets, nos travaux, nos chantiers. D'accord, merci. France, vous aussi, c'est au cœur de vos préoccupations, la réalisation de ces projets. Et vous avez même évoqué avec nous l'engagement de coach pour aider les chefs de projet qui, en fait, s'inventent un petit peu chefs de projet. A priori, ce n'est pas leur métier premier, pour les accompagner dans la réussite de leur projet. Oui, exactement. Nous avons vraiment besoin que nos salariés soient preneurs d'initiatives. Vous l'avez bien compris, la résolution n'est pas quelque chose de banal.
le baromètre lui-même dont je parlais au départ a été le premier, j'ai envie de dire, le premier juge de paix de nos réalisations, puisque dans chaque baromètre, on ose tout. On demande aux salariés si les actions qui ont été inscrites dans le plan d'action ont été réalisées. Et en fait, on s'expose tous collégialement à la réussite ou à la non-réalisation des actions que nous avions construites collégialement également. Et effectivement, au bout du 5e baromètre, il y a des actions qu'on peut revoir d'une année sur l'autre parce qu'on les a pas apprises. Et ça nous a donné envie effectivement d'accompagner les salariés pour réaliser cette gestion en mode projet d'actions intéressantes qui n'ont pas vu le jour aujourd'hui. Alors évidemment, une action qui voit pas le jour, c'est pas motivant. Mais c'est aussi dommage pour toute la collectivité, puisque si elles ont été mises dans le plan d'action, c'est qu'elles ont relevé d'un certain intérêt collectif. Alors, nous, la boucle, on va encore plus loin dans l'intérêt qu'on a à accompagner nos salariés à apprendre à gérer des projets. D'abord parce que notre entreprise, elle diminue tout le temps. Et là, dans le prochain plan social, on perd le service organisation, qui pouvait être en soutien de nos différentes évolutions et nos changements permanents. Et du coup, on s'est dit tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur par rapport à cette envie d'avoir des collaborateurs qui répondent aux critères d'une employabilité durable. On se dit que là, l'occasion est à saisir pour leur permettre de développer avec ces coachs des compétences en gestion de projet, gagner en agilité. Voilà, ce sont des compétences transverses et répondre à notre objectif d'employabilité durable. Donc voilà, là, la boucle, on essaye de faire un tour complet pour que tout le monde s'y retrouve. Et d'une pierre deux coups, finalement. Merci France. Christopher, vous aussi, donc c'est évidemment quelque chose que vous avez identifié, la nécessité de montrer que ces projets se réalisent. Qu'est-ce que vous suggérez aux entreprises que vous accompagnez ? Alors, encore une fois, je vais faire un petit décalage, parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. Ce que nous, on a pu observer et ce qu'on a mis en place dans certains cadres, c'est que pour certaines innovations qui sont éloignées, on va dire, du côté client, processus, QVT ou différentes notions, parce qu'il n'y a pas que des innovations dédiées aux clients, on trouvait qu'il pouvait y avoir un certain nombrilisme, le mot n'est pas très sexy, mais en même temps, des groupes qui pouvaient patiner parce qu'effectivement, il manquait d'une certaine dose en fait, de regard extérieur. Et donc, des choses toutes bêtes, mais qui ont débloqué des projets et qui donc finalement ont aidé les groupes à avancer, c'est de faire ce qu'on appelle la chaise vide. C'est-à-dire que dans ces réunions qu'il y a toujours une chaise qui est dédiée au client. Et donc, c'est ce client-là, à un moment donné, il doit avoir la parole pour s'exprimer sur ce qui vient d'être dit, sur finalement l'avancée de cette réunion. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que cette chaise vide, elle débloque beaucoup de situations et qu'elle permet de passer à l'étape suivante. Et pour des sujets qui sont des fois très éloignés finalement du client, mais qui, in fine, vont avoir quand même un retour à l'essence même du pourquoi est-ce qu'on innove, qu'est-ce qu'on crée, pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qui va apporter de la valeur in fine. Voilà, c'était juste un petit décalage qui, à mon sens, peut être intéressant à amener. Mais qui est très pertinent, puisque on parle de plus en plus d'ailleurs d'entreprises étendues quand on réfléchit à la stratégie, aux politiques RH, et de prendre en considération cet aspect extérieur et de se dire on innove, oui, mais pourquoi, et peut-être que le client lui aussi a son input sur le sujet, c'est très intéressant. Alors, dans la préparation de cette conférence, je voulais faire une partie et un focus sur ce qu'on vit actuellement et sur le télétravail, parce que c'était aussi l'opportunité pour nous de vous apporter des bonnes nouvelles. Il se trouve que les questions du public qu'on reçoit vont dans ce sens. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on amorce tout de suite sur les questions du public et ça nous permettra de donner aussi ce retour sur la mise en place du télétravail. On peut penser que cette rupture du lien social a empêcher la créativité et beaucoup d'entre vous ont des témoignages pour dire que non. Alors je vais passer directement à la première question du public. Bonjour, comment faire comprendre l'indispensable capacité à innover aux équipes dans un contexte tel qu'on le vit en ce moment, par exemple, où la tendance est à se recentrer sur l'opérationnel? Le marketing de l'innovation doit-il s'adapter? Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite commencer? Je vais me lancer. Allez. On peut prendre donc la question avec plein d'angles, mais en réalité, on voit quand même qu'il y a vraiment deux grandes notions. C'est-à-dire que
on voit que le Covid a été un accélérateur quand même globalement d'innovation pour tout ce que les entreprises du coup n'ont plus pu réaliser parce qu'on était à distance. Forcément, là, on a fait un gap d'innovation. On voit bien que la contrainte est quand même quelque chose qui est un accélérateur. Donc, bon, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut réellement souligner parce que je pense que ça doit être repris par les entreprises dans leur culture. C'est-à-dire que c'est par aussi un certain nombre de contraintes qu'on va pouvoir imaginer innover. Le deuxième axe, effectivement, c'est plus un axe qui est relatif à ce que, par exemple, moi, ce que j'évoquais au tout début. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans l'ère, pour beaucoup d'entreprises, de la performance opérationnelle à outrance, quoi. Parce que on enchaîne, pour beaucoup, en tout cas pour les populations de bureau, 7, 8 visios par jour. Et donc, généralement, quand on fait ça, pour innover, pour créer, si vous le faites à partir de 18h30 le soir, quand vous êtes rincé, il faut faire tous les comptes rendus, ça va être un peu compliqué. Donc là, effectivement, c'est aux dirigeants de s'emparer du sujet, de repasser un message et de faire en sorte de donner les moyens et à toute la chaîne de valeur de l'entreprise pour faire en sorte que l'innovation et la créativité, ce soit un objectif de performance comme les autres. Et in fine, ça ne pourra pas être traité si déjà on ne commence pas par ça. Et ensuite, après, chaque entreprise du coup, est propre à elle-même et donc va en découler un certain nombre de décisions sur les priorités. Mais déjà, ça doit passer par, effectivement, reprendre le leadership sur tout ça, quand l'entreprise, on sent qu'elle va trop dans l'opérationnel, et être un message de direction, pour moi, à mon sens, parce que, comme son nom l'indique, ça va nous donner une direction, et donc tout le monde va s'organiser pour ce faire. C'est très intéressant, et ça me fait penser à vous, Clara, puisque dans nos échanges, justement, alors vous aviez un passif, évidemment, avec votre outil de knowledge management, avec beaucoup de politiques que vous aviez mis en amont, mais vous m'aviez quand même mis en avant le fait que justement la période actuelle, le télétravail avait accéléré votre politique de créativité et avait encouragé votre direction justement à mettre l'accélérateur, alors qu'on pourrait se dire qu'en ce moment c'est plutôt la pédale de frein qui prime. Ah oui, complètement. Enfin, je vous parlais tout à l'heure des 5 initiatives qui ont été lancées là en ce début d'année. C'est vraiment lié à ce constat-là. C'est-à-dire que c'est vrai que l'année 2020 a été vraiment un accélérateur d'innovation parce qu'effectivement la contrainte a fait que, mais finalement l'idée de l'entreprise était de capitaliser là-dessus et continuer dans cette bonne dynamique, mais avec des initiatives qui sont là peut-être un peu plus moyen-long terme, on va dire, et plus structurées au niveau du groupe. Mais c'est vraiment dans un objectif de capitaliser finalement sur ces bonnes pratiques qui ont été mises en avant dans l'année. Après, c'est vrai que c'est difficile par moment, c'est d'avoir des moments de brainstorming, par exemple, ou ce genre d'activités qui sont quand même plus complexes à mener à distance. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, finalement, on apprend, en fait. Et des choses qu'on considérait comme infaisables à distance auparavant, commence petit à petit à pouvoir quand même se faire à distance, même si on aimerait bien revenir en présentiel. C'est ce qu'on se disait juste avant la conférence. Vous parlez justement de brainstorming et de se dire qu'on ne pouvait pas le faire. Alors, c'est pas tout à fait cette idée-là, mais je voulais vous passer la parole, Armand, puisque justement, quand on avait échangé tous les deux, vous m'aviez expliqué que le télétravail vous avez permis, dans vos réunions projets et dans vos équipes projets, de finalement onboarder des personnes qui n'étaient pas acteurs de leur projet avant, parce que finalement, il n'y avait plus de contraintes de réunion présentielle et que du coup, vous pouviez mettre dans les visios des personnes qui avant n'étaient pas sollicitées. Oui, je pense que la période Covid effectivement est tout à fait nouvelle dans son impact organisationnel, mais elle ouvre pas mal d'opportunités, notamment parce qu'elle crée des nouveaux formats relationnels. Effectivement, on peut, sous des formats, sous différents formats Teams ou autres, avoir des réunions flash et des échanges très directs avec des collaborateurs entre le siège et le terrain, et c'est ce qu'on fait nous. Très régulièrement, on a généralisé des tables rondes mensuelles ou des tables rondes bimensuelles thématiques. On a également mis en place un e-learning d'intégration parce qu'on peut pas intégrer, il y a des collaborateurs qu'on n'a pas pu intégrer physiquement. Donc on a créé un parcours d'intégration en ligne avec un habillage vidéo plutôt sympa et des témoignages vidéo.
et avec des contenus interactifs. Autant dire que je crois ces nouveaux outils-là, ces formats vont perdurer et on arrivera, je pense, qu'à un équilibre entre des formats de communication très directs qui sont universels et puis des formats présentiels mais qui seront peut-être plus sur des événements et sur des contenus émotionnels ou de mobilisation. C'est très intéressant, merci. Je vous propose, on va passer à une deuxième question, puisque elle aussi, on a pu en parler lors de notre préparation et ça me paraît important. On nous demande, bonjour, quels sont pour vous les outils de management de la créativité à distance les plus pertinents? On revient à ce télétravail. Avez-vous des méthodes d'acculturation de l'innovation dans des départements peu sensibilisés à l'innovation? C'est peut-être même ce deuxième point, je crois que Clara, on en avait parlé, de se dire qu'il était aussi important de sensibiliser des personnes qui pensaient ne pas avoir la fibre créative et donc ne pas pouvoir apporter de créativité et leur expliquer que c'était faux. Oui, typiquement, par exemple, nous, on a utilisé les outils de type hackathon, donc, qui viennent du milieu de l'informatique et des développeurs auparavant. Et c'est l'idée, finalement, sous la contrainte là, timée, puisqu'en général, on a 24 heures ou voilà, une durée timée, être capable de sortir un prototype sur une thématique particulière. Et nous, on le fait avec des équipes très opérationnelles qui, de prime abord, se disent mais on va jamais y arriver. Et puis finalement, avec un peu d'encadrement et d'accompagnement et quelques outils assez simples, ils s'aperçoivent de la puissance des idées qui sortent. Et donc, c'est un principe de prototype. Donc, on en sort au bout de 24 heures avec une idée qui est prototypée. Et il peut y avoir des choses très intéressantes. Alors, on l'a démarré en présentiel, hein, le modèle du hackathon. Mais récemment, enfin l'année dernière, on a aussi finalement switché dans un format distanciel. Et on arrive quand même aussi à le faire. Donc finalement, petit à petit, alors finalement, on perd un peu de la partie réseau et networking, mais en revanche, ça n'empêche pas d'arriver à aboutir des idées qui sont aussi, je pense, pertinentes et puissantes qu'en présentiel. Merci. France, vous, justement, ces outils de télétravail, qu'est-ce que vous avez utilisé? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous avez mis en place? Alors, ce qui est une première remarque, quand vous avez dit la contrainte crée nécessairement le terrain de recherche de solutions. Encore nous, ça fait depuis 2013 qu'on est ce laboratoire contraint d'être inventif, ce qui fait que lorsque le télétravail a démarré, on était déjà allé très loin dans la dématérialisation de notre documentation. On est une entreprise, on était 2500 en 2013, on est 300 aujourd'hui. Donc c'est vous dire que pouf, on doit se repenser sans cesse. Et donc on est tout le temps invité dans cette contrainte qu'on va dire positive. Hein. On est tout le temps invité à avoir une longueur d'avance et donc quand le télétravail est arrivé, en fait tout le monde était déjà bien équipé. Bon, il y a eu un petit effet gilet jaune avant qui fait qu'avec les grèves, on avait bien vu que nos collaborateurs pouvaient pas tous venir. Donc on s'est très vite mis en 48 heures, on a très vite pu mettre en 48 heures tous nos salariés en télétravail. La chose qu'on a remarqué par rapport au thème que nous abordions, c'est que les salariés en télétravail, 100% de nos salariés en télétravail, du coup, ont gagné en autonomie. Et dans les filières métiers où le manager pouvait avoir moins confiance, alors on appelait ça télé-loisirs pour certains, on leur dit non, on vous assure, les salariés en télétravail travaillent. Eh bien, la période de Covid a permis de démontrer que c'est absolument fabuleux, ça travaille, et on a même le temps pour continuer à innover. Pour continuer à innover. C'est une belle conclusion et ça me paraissait important de vous passer ce message positif. Notre conférence touche désormais à sa fin. Je vous remercie vraiment pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à ces sujets et je vous encourage à consulter et assister à nos autres conférences qui sont prévues au cours de la journée. Encore merci à tous de la part de tous nos intervenants.